even though it is for me, and it would be for me also a great honor to be understood as a specialist in literacy, I have to say no, because my main preoccupations since I started working 40 years, almost 45 years ago, my main preoccupations had to do with the critical understanding of education. Of course, thinking of education in general, I also had to think about literacy, which is a fundamental chapter of education as a whole. Nevertheless, I also had experiences, strong experiences in the chapter of adult literacy, for example, in Brazil and out of Brazil. But the more I think of what I did, what I proposed, the more I understand myself much more as a thinker and a kind of epistemologist proposing a critical way of thinking and a critical way of teaching, of knowing to the teachers in order for them to work differently with the students. Bonsoir. J'avais entendu tourner autour de l'œuvre de Haraway, mais aussi autour de votre travail, le terme de spéculation, de spéculation narrative. Et je voulais un peu entendre par rapport à cette idée de l'asphyxie politique et en quoi et comment la spéculation était une sortie à cette asphyxie. Un peu vous entendre soit l'un, soit l'autre sur ce mot, en fait, sur la spéculation. Ben, avant de donner la parole à Fabrizio qui a ouvert un master de narration spéculative, ce que vous avez entendu à la fin que Haraway décrit est une narration spéculative. Et ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'elle fait, comment elle repeuple les imaginations et quels risques elle prend. D'abord, ce qu'elle imagine est un avenir épidémique, où quelque chose prend et qui répond, on pourrait dire, il y a des gens qui disent que c'est une très belle expression, donc je la reproche, je ne sais plus qui l'a dit, mais je viens de le lire, qui répond à l'ère du temps. Et pas au sens de mode, mais au sens de yearning, d'appel à. D'autre part, elle prend un risque énorme, spéculatif, de ne pas utiliser tous les bons instruments qu'on a pour dire la démographie n'est pas le problème, ce sont des vieux conservateurs égoïstes qui insistent pour dire qu'il y a trop d'enfants, c'est du malthusianisme, on n'en parle pas. Et dans l'académie, c'est effectivement un tabou qu'elle enfreint, mais qu'elle enfreint à sa manière, c'est-à-dire proprement avec une vibration de oui, il faut en parler, mais aussi comment en parler. Hi, Richard. Hi. Thank you for making time. Hey, how are you? We're very good. We're in the middle of the rainforest here in a place called Boteka in the Democratic Republic of Congo.
And we're sitting here with about 200 people who work on a former Unilever plantation, and we're building some kind of an art center here because we believe that there is, they too have to make a transition from the, let's say, the Fordist economy to something beyond that. Well, thank you, and I only wish that we could be with you today, because as you may know, I literally just finished and the 10th anniversary edition of Rise of the Creative Class Revisited. So it's really fresh in my mind. And wonderful. What's interesting is in that book, I began to think that when people talk about economic development, they talk about hardware, they talk about companies, they talk about technology, they talk about using tax breaks to bring a company to a city or a country. And I began to see that that wasn't the whole equation. Yeah. And then I was able to look at the trend in the rise of this group of people who is principally artists, designers, culturally creative people, entertainers, musicians, writers, entrepreneurs, technologists, innovators, researchers, and professional people. And then I came up with a very simple model of what it takes to make a creative community, a creative city, a creative country. And I called it the 3 T's, technology, talent, and tolerance. And when you put the 3 T's together in a community, that was the spur to this creative model of development. We call this program a gentrification program. We have the impression, or our little new arts institution has the impression that on the one hand, much new art deals with all kinds of economical issues and wants to be very critical of them, and which is very good, obviously, because there's many things wrong in the world and it needs to be addressed. It can be addressed through art. But on the other hand, the economic return of such art is hardly in the same places as what is critiqued. Let's say you could make a video of showing how poor people are in Congo, for example, but what happens is that this video is then maybe shown in New York or in London and generates an economy in London rather than in Congo. So this is something we would like to try and reverse. So we call it a reverse gentrification. That would be maybe a better way of putting it. Would you have any comment on that? Do you have, of course you've been, some people don't like you because art would be instrumentalized by this creative class concept. We actually want to bring it further and make it really work and bring about development and happiness. It's a very interesting intellectual, conceptual, and pragmatic issue that you raised. And so I think those contradictions that you mentioned are part of the development of capitalism in the creative age. And I think it's incumbent upon us, artists and creative people, to lead in those struggles and not simply, and I'm saying this with all humility, complain. We're ready for one question here. There's a gentleman, his name is René Ngongo. René, will you come here and talk to Richard? Juste une petite question. Je suis ravi par votre théorie des 3 T, technologie, talent et tolérance. Mais je voudrais contextualiser dans le cas du Congo, où certainement il y a des talents, mais qu'on n'arrive pas à identifier. Quel conseil vous nous donnez pour mettre en œuvre les 3 T, particulièrement le 2e T, les talents en RDC? If something gets too traumatic, too violent, even too filled in with enjoyment, it shatters the coordinates of our reality. We have to fictionalize it. Un tout petit peu n'importe quoi là. Bon, on y va. Hein. On y va. Alors, je vous dois d'abord des explications pour tout ça. Voilà de quoi il s'agit. Le département de philosophie
comporte une équipe de philosophie vidéo. Moi, m'intéresse beaucoup la question de savoir si, dans un cours direct, quelque chose passe en vidéo ou si rien ne passe. Si bien que on s'est dit qu'on allait tenter 2 fois. Ça va être dur, un peu dur, hein, mais dur pour tout le monde. 2 expériences en ce sens. Il y a plusieurs années, on l'avait fait déjà avec Marielle, hein, mais je crois les instruments étaient moins bons, tout ça, et d'une certaine manière, ça nous avait paru être bon, rendre. Mais enfin, les rapports paroles, vidéos, tout ça me paraissent intéressants. Enfin, pour moi, c'est... Et puis, j'ai une idée plus perverse, c'est que comme vous me forcez à parler devant des machines, c'était le rêve de vous prendre à nouveau dans une plus grande machine, vous, ce qui rejoint évidemment le sujet de notre séance aujourd'hui, qui va être, vous allez comprendre très vite, quelque chose comme l'inclusion des points de vue ou l'inclusion des points d'ouïe, c'est-à-dire comment un point de vue peut prendre un autre point de vue, peut cerner un autre point de vue, peut englober un autre point de vue ou un point d'ouïe. I came here to lend my support to you today. I came here to lend my support to you today. To offer my solidarity. To offer my solidarity. For this unprecedented display. For this unprecedented display. Of democracy and popular will. Of democracy and popular will. People have asked, so what are the demands? People have asked, so what are the demands? What are the demands all these people are making? What are the demands all these people are making? Either they say there are no demands. Either they say there are no demands. And that leaves your critics confused. And that leaves your critics confused. Or they say that the demands for social equality and economic justice are impossible demands. Are impossible demands. Comme d'habitude, comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Moi, j'aurais peut-être envie là. Oh, oui. Vous allez me brutaliser, mais je m'exprime à ma façon, comme ce monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Alors, je voudrais encore ajouter que j'interviens au moment où j'ai envie d'intervenir et que, disons que l'ensemble, ce qui, jusqu'il y a environ 50 ans, pouvait être appelé culture, c'est-à-dire expression de gens qui, dans un canal parcellaire, exprimaient ce qu'ils pouvaient ressentir, ne peut plus, est maintenant un mensonge, et ne peut plus être appelé que spectacle, et est au fond la toile de fond
qui relie, au fond, et qui sert de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées. Au fond, si maintenant les gens qui sont ici se rassemblent à partir d'eux-mêmes et authentiquement veulent communiquer, ça sera sur des toutes autres bases et avec une toute autre perspective. Il est évident que ce n'est pas une chose qu'il faut attendre des étudiants qui sont par définition ceux qui, d'un côté, s'apprêtent à devenir les cadres donc, du système avec toutes leurs justifications et qui sont précisément le public qui, avec sa mauvaise conscience, va se repaître précisément des résidus des avant-gardes et du spectacle en décomposition. C'est pour ça que je choisis précisément ce moment pour venir m'amuser, quoi. Parce que si je vois, par exemple, des types qui s'expriment authentiquement quelque part, je ne vais pas précisément venir les ennuyer, mais je choisis spécialement ce moment-ci, quoi. Ouais. Bon. Ouais. Je ne voulais pas que j'essaye d'expliquer la suite un peu. Quelle suite? Par rapport à ce que je viens... J'aimerais bien que vous me répondiez, par exemple. Oui, bien sûr, mais je vais vous répondre. Mettez-vous là, vous allez... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mettez-vous là, tranquille, là où vous étiez. Hein? Peut-être que j'ai quelque chose à vous répondre, pourquoi pas. Hein? Vous voulez jouer aussi? Oui, c'est ça. Une très bonne idée. Bon. Alors, j'en étais au langage. J'en étais au langage. Si vous vous êtes, enfin, là, comme ça, exprimé, hein, devant ce public, qui en effet, enfin, est tout prêt à entendre, n'est-ce pas, ces déclarations insurrectionnelles. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Où je veux en venir? Oui, voilà. Oui. C'est la question, au fond, que les parents, les curés, les idéologues, les bureaucrates et les flics posent régulièrement aux gens comme moi, hein, qui se multiplient, quoi. Hein. Oui. Je peux vous répondre, je veux faire une chose, c'est la révolution. Oui. Vous voyez? Il est clair que, au moment où nous en sommes pour le moment, une de nos cibles préférées seront ces moments précis où des gens comme vous sont en train de venir, au fond, apporter à tous ces gens qui sont là la justification de leur misère quotidienne. Au fond, hein. C'est ça que vous faites, vous, hein? Ah, pas du tout. Oui. Thank you very much. I can't hear what you're saying. Sorry, I couldn't hear it, but I'm sure it was very important, so I hope everyone else didn't. Across Chile, including here in the capital, Santiago, riot police have been breaking up student protests for the past 8 months.
Almost every week on the streets, these young people are out in force demonstrating. Las fuerzas especiales, loco, pegan a todos, le pegan a todos los compañeros y esa banda no muestran en la tele miente aquí en Chile. Nosotros exigimos una educación gratuita de calidad blanca. Faculty at Black Mountain owned the school. The students had one of their ranks on the governing board of fellows, and everyone took part in general meetings which were held to discuss community concerns. As the college was unendowed, everyone had to chip in to run the physical plant of the place. They maintained the buildings, operated a farm which kept them in dairy products and vegetables, and even built and designed buildings. It is the translation of his 2008 book, The Emancipated Spectator, into Dutch that brings Ancière to the Netherlands today and also for us to the Maagdenhuis. So obviously I would like for you to help us to interpret the Amsterdam protests in a broader context. I assume that from your point of view, the occupation of the university's administrative building can easily be regarded as an act of, and it's a bit of a, complimenting ourselves, of authentic politics, opening up democratic debate where post-political managerialism has normally, held power and used to rule. So what is the specifically political character of academia on the one hand, and of an act like this, reclaiming the space of defining what kind of academia we want to be working in your perspective? Okay, so first, thank you for inviting me, and most of all, thank you, for being there, not for me, but for this struggle, about the destination of university today. Well, so I think for me there are 2 points. There are 2 points, at issue here. The first, of course, is about the function of academia today, and the function of the university, and the place of university in the system of domination today. What I think important, is in this kind of managerial practice in university and everywhere, is that it is not only an economic thing. It's not only a way just to adjust teaching to the ends and to the needs, of the economy, meaning the needs of capitalism. It's also a way to reconstruct our mutual relations, to reconstruct, in fact, our interpretation of being in society. What I think is important, in this managerial practice, is that it's not only also an economic thing. It's really a way of making education a kind of metaphor of society, and it is something very, very important. What is very important is not so much the practical, really outcomes of these managerial practices. It is constructing really this metaphor of society. Ce gamin-là, qui n'est pas parlant, trace pendant des mois. Sa main a tracé des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. Nous nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace ce que nos yeux voyaient, nos yeux, ce que notre regard était capable de voir, de saisir, de nous rapporter. Et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant, comme si quelqu'un était au centre de son manège, le tenant
au bout d'une longe. Los pueblos zapatistas se nombró los delegados para los niños del pueblo, enseñando la verdad. Delegados, delegadas, formamos una nueva fuerza, hombres, niños y mujeres, y luchando por la educación. Jiménez Pérez. C. Sanz Lorenzo. Delma Ruiz Jiménez. Isael Gómez Moreno. Juan Moreno Gómez. Educación autónoma es nuestra cultura, nuestro trabajo que nosotros hacemos, nuestro pensamiento, nuestra idea. No queremos, o sea, ya no es la idea del gobierno. Welcome to Genova, where we are in Uninomades 2011 meeting. And here with me I have Gigi Rogero, who is a precarious researcher and also a militant who has been taking part in this organizing of the Uninomade. And Gigi, we have in Europe these days, as we have long been having, different kind of waves of free and autonomous studies, investigations, and thinking in general. So how would you place Uninomade in the map of these waves in Europe? How would you, if you give a brief description of how it would be situated in this map of movements? Uninomade is a network of activists, researchers, scholars, but first of all is a network, a project that tries to go beyond the traditional distinction between theory and practice, or that is to say, we are trying to do a theoretical practice. That is, Uninomade is a project inside the movements, inside the activist practices, and tries to develop a common political discourse, common points of political program and practices. Uninomade is linked and based with the experiences that in the last years are called experiences of self-education or autonomous education, that are not only practices of seminars and alternative education, but they are first of all political tools of organization. From what one is accustomed to. Very, very creative, independent, sometimes defiant and challenging, and sometimes with a different kind of anxiety, let's say a different brand. They're very courageous. They're really going against the grain.
They've had to be warrior scholars. So they don't, very often they're walking on their groundlessness with such a keen sense of awareness that it's devastating and beautiful. And so I get my replenishment here. I'm vitaminized by it. Elke week de beste hoogleraren van Nederland. Wij worden in het maken van onze keuzes heel erg beïnvloed. Elke werkdag een nieuw college online. Zo kun je goedkoop aan kunst komen. Boeiende vragen. Als u die lop de hele dag heeft laten inzakken, denkt u dan nog dat u er 's avonds zin in heeft? Inspirerende antwoorden. De nieren zijn dus eigenlijk het afvoerputje van ons lichaam. Unieke onderwerpen. Ik ga mijn slaven, die ga ik belonen. Dit is de Universiteit van Nederland. Al meer dan 200 colleges online. Vindt u geweldig nieuws? www.universiteitvannederland.nl I hate, okay, talks are okay, but I hate giving classes. Because then all the baggage you get by it, which means office hours, grading the papers. I never did that. I'm proud to say I did teach a couple of semesters here, and all the grading was pure bluff. And I even openly told this to students. I told them, I remember at New School, for example, in New York, if you don't give me any of your shitty papers, you get an A. If you give me a paper, I may read it and not like it, and you can get a lower grade, you know. And it worked. I got no papers. Office hours are a problem. This is the main reason I don't want to teach. Oh, wow. Okay. Yeah, because office hours, you know, students, they're like other people. The majority are boring idiots. So I cannot imagine a worse experience than some idiot comes there and starts to ask you questions, which is still tolerable. The problem is that here in the United States, students tend to be so open that sooner or later, if you are kind to them, they even start to ask you personal questions like private problems, could you help them, and so on. What should I tell them? I don't care, kill yourself. This is part one of an interview with Monica Jacoby. She tells how she gradually discovered the predatory nature of university employment. I teach in an almost all part-time faculty program. They have a professional writing program there, and they have 3 full-time lecturers and about 30 part-timers. I teach 3-3 or 4-4 a year, so 6 or 8, somewhere in that arena, which is truly full-time teaching. This fall I taught 4 classes. I had 104 students. I am almost 30 years old and I've never made $30,000, always less than that. I think the highest I ever made in an annual year was $27,500. Some of them have law degrees, some of them have masters in science, writing, you name it, they've got it. EDDs, some of them have PhDs. We have a PhD in Renaissance Lit. So folks from all over gathered together. Well, when I lived by myself, I lived in a tiny studio apartment. 2/3 of my income went to rent and utilities. And I had a few $100s left to put gas in my car when I needed to drive it, and to buy groceries with coupons clipped on Sundays. The Silent University is an autonomous knowledge exchange platform by refugees, asylum seekers, and migrants who, although from a professional background, cannot practice their profession due to the limitations of the asylum process. The Silent University engaged in an exchange process of knowledge and experience, promoting the idea of a democratic education beyond social-political hierarchies and class distinctions. The exchange of knowledge and skill is thereby employed as an alternative currency
that creates a mutually beneficial exchange, relying on the concept of education as a value as opposed to a service. Sourced from artistic practice, but reaching into real life, the Silent University is a proposition for overcoming a silencing and passive state in an attempt to immediate action to result in an act of genuine social liberation. This, Your Majesty, is Rupert, our young editor. How do you do, Rupert? How do you do? Sit down. And what's that you're reading? Karl Marx. Surely you're not a communist. Do I have to be a communist to read Karl Marx? Rupert. That's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you? Nothing. Nothing? I dislike all forms of government. But somebody must rule. And I don't like the word rule. Well, if we don't like the word rule, let's call it leadership. Leadership in government is political power, and political power is an official form of antagonizing the people. What magazine did you say he edits? A commentary on current events. Pardon me, Master. But, my dear young man, politics are necessary. Politics are rules imposed upon the people. In this country, rules are not imposed. They are the wish of all free citizens. Travel around a bit, then you'll see how free they are. Yes, but you didn't let me finish. They have every man in a straitjacket, and without a passport, he can't move a toe. But if you'll allow me to... In a free world, they violate the natural rights of every citizen. But you don't let me fully... They have become the weapons of political despots. Yes, but may I... And if you don't think as they think, you're deprived of your passport. Will you allow me to leave a country is like breaking out of jail. Yes, and to enter a country is like going through the eye of a needle. But am I free to travel? Of course you're free to travel. Only with a passport. Will you allow me to say something? Only with a passport. 1971 gerät er in den Clinch mit dem Düsseldorfer Wissenschaftsministerium, als er sich über den Numerus Clausus hinwegsetzt und in seine Klasse für monumentale Plastik weit mehr Studenten aufnimmt, als die Studienordnung zulässt. Seine Sekretariatsbesetzung als Protest gegen die kompromisslose Haltung des Ministers kostet ihn 1972 seinen Lehrstuhl an der Düsseldorfer Akademie. Nach einem mehrjährigen Rechtsstreit kommt es zu einer gütlichen Einigung. Beuys wird weitgehend rehabilitiert. Beuys, ein politischer Utopist. Meiner Meinung nach ist jeder Künstler verpflichtet zur Utopie und Beuys ist sicher einer der konsequentesten, der in diesen Utopien plant, um dann im Endeffekt wenigstens etwas realisieren zu können. Siehe seine Hochschule für kreatives Schaffen. Das sind zugegebenermaßen Utopien und das wird ihm ja auch immer vorgeworfen, aber es ist auch die Möglichkeit, um etwas vorwärts zu bewegen und das ist ja der Grundtenor im Werk und in der Persönlichkeit von Beuys, dass er Anregungen gibt, dass er über den üblichen Kunsttext hinaus Anregungen gibt bis hin auf die politische Ebene, bis hin auf die gesellschaftspolitische Ebene. Aus seinen unliebsamen Erfahrungen mit den staatlichen Bildungseinrichtungen zieht Beuys die Konsequenzen und verfolgt seither die Idee einer freien internationalen Universität. Das erste Semester der vorerst in der Bundesrepublik noch nicht fest etablierten Einrichtung fand auf der Kasseler Documenta 1977 unter dem Titel Honigpumpe am Arbeitsplatz statt. Il y a la porte vue de l'extérieur, là c'est le cas de le dire, parce que c'est vraiment tout à fait vue de l'extérieur. Il y a tout un discours qui nous paraît inutile parce qu'on est trop dedans, et qui peut-être pour l'extérieur est important, qui consiste à simplement essayer de vivre avec des malades mentaux dans un cadre qui ne soit pas entouré de murs, dans un cadre qui ait transformé un peu les hiérarchies habituelles, les relations de suggestion entre médecins, malades, etc. Enfin, il y a tout un discours comme ça qui, vu de l'extérieur, présente sans doute une certaine originalité. Maintenant, autre chose est de vivre de l'intérieur les problèmes comme ça au jour le jour et puis de vivre les difficultés. Par exemple, je prends un exemple, c'est celui des problèmes de gestion. Et quand on rencontre, il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter
notamment des gens qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques. Ils sont souvent étonnés de voir qu'il n'y a pas de chef du personnel, qu'il n'y a pas une organisation extrêmement délimitée, très définie des postes de travail, etc. Alors ça leur paraît vraiment très bien. Il n'y a pas de système qu'on appelle des 3-8, il n'y a pas toute une série de contraintes qui existent dans les services publics. Seulement, ça c'est vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, il y a aussi d'énormes difficultés à ajuster un travail collectif sur ces bases-là. Et de temps en temps, c'est comme s'il y avait une demande indirecte de reconstituer soit des organismes de pouvoir, soit de faire la politique du pire et d'arriver à une impasse comme celle qu'on connaît d'ailleurs actuellement, qui appelle leur nouveau solution un peu coercitive. Dans cette dialectique propre à Laborde, Félix Guattari représente, lui, en face du docteur Houry, directeur de l'établissement, un élément particulier, à la fois instigateur et modérateur d'une politique de remise en question permanente. Félix Guattari, vous avez été associé dès le début à l'histoire de Laborde. Oui, même un peu avant le début, puisqu'il y a toute une histoire antérieure. On se connaissait, un certain nombre de gens, en particulier le docteur Houry et moi-même, on se connaissait de banlieue, on avait toute une vie commune dans des groupements comme les groupements d'auberges de jeunesse. Ah oui, ça a compté, ça. Il y a eu un esprit. Ça a compté beaucoup parce qu'il y avait déjà à cette époque une préoccupation de changement de méthode pour aborder tous ces problèmes. Par exemple, le problème de la mixité qui est encore posé dans la psychiatrie, et il était déjà posé à cette époque aux auberges de jeunesse. Le problème de l'animation, toute une série de techniques que vous retrouvez ensuite dans des mouvements comme ceux de l'école Freinet ou dans la psychothérapie institutionnelle, étaient déjà à l'ordre du jour à cette époque. Ou les problèmes écologiques, qu'on a découvert que très longtemps après, ils étaient déjà dans ce terrain. Alors ce qui frappe ici, c'est ce côté absence de hiérarchie, tentative d'autogestion permanente, enfin une sorte de révolution chinoise perpétuelle, non? Oui, mais il faut pas le voir comme une perspective théorique ou dogmatique. C'est plus l'expérimentation d'un autre abord, appelons ça la folie, qui nous a amenés à ça. C'est progressivement, sans arrêt, les institutions ont changé, ont bougé, ont évolué, on les a modifiées. Il y a eu des polémiques, il y a eu des tentatives de toutes sortes. So, okay, Cornell. No, but we do want to tell the truth. Then we want you to. We do want to tell the truth. We want you to throw down around the issues of blackmail, misogyny, sexism. Absolutely. Have we progressed? I mean, this was a central agenda for us when we wrote Breaking Barrier. That we wanted to create that space of dialogue. We wanted to be exemplars ourselves. How are we doing? I think that, like you, I think in this particular moment of this empire and civilization, even given the upward mobility at the material financial level for the upper middle classes, spiritually, morally, existentially, it's a major setback, regress and retreat. Nous aurions pu terminer le film par cette séquence. Mais cela aurait montré Vincennes sous un côté trop positif. Pourtant, certains professeurs essayent de travailler dans ce sens, tel cet enseignant de philosophie qui, comme le professeur d'allemand du début du film, tourne le dos à la caméra, par peur d'une répression toujours possible. La question de fond que tu me posais, qui était qu'est-ce que c'est qu'un enseignant, disons, révolutionnaire ou politisé, qui fonctionne quand même contradictoirement avec tous les privilèges d'une institution qui le paye, qui lui donne un pouvoir, etc. Bien, je crois que c'est d'offrir au mouvement de masse étudiant des appuis matérialistes qui sont aussi bien la salle dont il dispose, la salle chauffée, les heures dont il dispose et une relative protection. Ceci dit, qu'y faire dans cette UV ou dans ce cours? Par exemple, en philo, où on réfléchit la dialectique matérialiste, la pensée Mao Tse-tung, ce qu'on fait, c'est effectivement une pratique d'abord. Une pratique d'abord. Quel type de pratique? Une pratique de lutte idéologique. Une pratique de lutte idéologique. Bon, alors cette pratique de lutte idéologique, elle consiste à aller sommer
des professeurs académiques, comme nous l'avons fait en Sorbonne, comme nous l'avons fait à Censier, et à ouvrir une brèche de manière à ce que les étudiants s'emparent de ce cours pour le fiche en l'air parce que ça les emmerde, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils exigent et à ce qu'ils veulent, et à ce qu'ils imposent, ne fût-ce qu'un programme qui soit beaucoup plus adéquat à leur action et à la façon dont ils sont concernés dans les problèmes sociopolitiques en France. Quelle est la fonction de l'UV qui a été le point de départ de cette lutte? Eh bien, c'est d'essayer de réfléchir, de systématiser, de condenser l'expérience, de la théoriser. Théoriser l'expérience. It is certain that in the present situation, the cry, another science is possible, may sound like utopia. But then we should accept that the very idea that our future may escape the worst is also utopia. My wish is that research institutions and researchers learn to be affected, actively affected, by the fact that for many people, the task of universities, our task, and thus our responsibility, are engaged in the creation of this future, a future which would be worth living. It's about all the teachers I've had. I met a woman long ago, her hair the black that black can go. Are you a teacher of the heart? Soft she answered no. I met a girl across the sea, her hair the gold that gold can be. Are you a teacher of the heart? Yes, but not for thee. I knew a man who lost his mind in some lost place I had to find. Follow me, the wise man said, but he walked behind. I walked into a hospital where none was sick and none was well. When at night the nurses left, I could not walk at all. Morning came and then came noon. Dinner time, a scalpel blade lay beside my silver spoon. Some girls wander by mistake into the mess that scalpels make. Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to break. One morning I woke up alone, the hospital and the nurse is gone. Have I carved enough, my lord? Child, you are a bone. I ate and ate and ate, no, I did not miss a plate. Well, how much do these suppers cost? We'll take it out in hate. I spent my hatred every place, on every work, on every face. Someone gave me wishes and I wished for an embrace. Several girls embraced me, then I was embraced by men. Is my passion perfect? No, do it once again. I was handsome, I was strong, I knew the words of every song. Did my singing please you? No, the words just sang were wrong. Well, who is it whom I address? Who takes down what I confess? Are you the teachers of my heart? Chorus answered yes. Well, teachers, are my lessons done? I cannot do another one. They laughed and laughed and said, well, child, are your lessons done? Are your lessons done? Are your lessons done?